programme vous est offert par RTL Mani. Il est midi, c'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui que s'ouvrent les travaux du 7e sommet extraordinaire de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Les chefs d'État de cette région sont attendus dans la capitale ougandaise où la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC sera évoquée. Analyse et commentaires, James Katambwa, Anne-Marie Ossita. L'accord cadre de paix et de stabilisation de la région de Grand Lac, signé en février dernier par 11 pays africains, n'est toujours pas respecté par certains signataires. Pour rappel, cet accord interdit aux signataires de soutenir les groupes armés dans la région, mais voilà que les autorités congolaises et l'ONU continuent d'accuser le Rwanda de soutenir le rebelle du M23. Le 7e sommet extraordinaire de la CIRGL qui s'ouvre ce jeudi 5 septembre à Kampala est donc une occasion propice pour Kabila de faire entendre sa voix face à Kagame. Même Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies, reçue par le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mwamba, a promis de parler franchement au président rwandais à ce sujet. Je crois que quand je suis à Kigali, je vais parler aux autorités à Rwanda sur les impressions que j'ai des perceptions à Goma hier et avant-hier. Et je crois que comme envoyé spécial, je vais essayer de parler très franchement et très directement. Et je crois que c'est très important maintenant qu'on trouve un moyen d'aller en avance au niveau politique. Quelques observateurs craignent que les armes parlent à nouveau pendant cette rencontre de haut niveau, une manière pour les rebelles de faire entendre leur voix aux participants à ce 7e sommet. Le rendez-vous hebdomadaire des Nations Unies et la presse de ce mercredi 4 septembre 2013 s'est plus focalisé sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Nadia Koulin-Fouka et Pipito Matondo. Cette conférence de presse s'est tenue conjointement à Kinshasa et Goma ce mercredi 4 septembre 2013. En effet, lors de l'exposé, les porte-paroles militaires de la MONUSCO, le lieutenant Félix Prosper Bass, a brossé la situation sécuritaire dans l'ensemble du pays. Il a mis l'accent sur les calmes observés ces derniers temps à Goma, après les récents bombardements à Kibati et Kibumba. Autre chose évoquée, c'est le retour de la population civile fuyant la guerre, mais escortée sous sa demande par les M23. Ce convoi qui avait été bloqué par le M23 dans le territoire de Rutshuru pendant des jours, la MONUSCO qui s'est proposé d'escorter ce convoi, mais c'est plutôt les commerçants qui ont voulu payer le M23 pour être escortés, mais pas jusqu'à Goma, parce que vous savez que le M23 ne contrôle que le Rutshuru et un peu jusqu'à Kibumba. Donc effectivement, cette escorte a bel et bien lieu moyennant de l'argent que ces gens ont bien voulu payer pour aller plus vite ou pour d'autres raisons, je n'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que, effectivement, c'est le M23 qui les a déplacés jusqu'avant Kibumba. Ainsi donc, la MONUSCO soutient de ce fait le travail abattu par la brigade d'intervention aux côtés des FARDC. Vous semblez toujours oublier que la MONUSCO est là pour appuyer les forces de défense et de sécurité congolaises. Mais, a priori, on fait porter le chapeau à la MONUSCO, ce que nous acceptons. Et de bon cœur, parce que nous sommes là pour nous engager auprès des populations civiles. Du 2 au 3 septembre à Goma, Martin Kobler et Mary Robinson ont visité les blessés de guerre à l'hôpital Hilt Africa afin de leur apporter soutien et réconfort.
En ce qui concerne la coopération RDC-États-Unis d'Amérique, le Centre africain pour les études stratégiques a organisé hier mercredi 4 septembre un symposium sur la réforme du secteur de la sécurité et la gestion de ressources en RDC. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de son programme de sensibilisation thématique TOPS. C'était au cercle Elaïs à Gombe. Mami Tambou, Safi Maléou. Sans la sécurité, il n'y a pas de développement. Conscient de cette réalité, près de 50 participants, parmi lesquels des anciens du Centre africain pour les études stratégiques, des officiers de l'armée et de la police, la société civile, les parlementaires ainsi que le corps diplomatique, tous ont réfléchi sur la redynamisation du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo, la gestion de ressources de la réforme des sécurités d'une manière concrète. Le représentant du chef d'état-major de la force terrestre, le général de brigade en retraite Ounion Péou Médard, a fait part du souhait du gouvernement à l'issue de ces symposiums thématiques. La réforme du secteur de sécurité qui a été engagée, ça fait depuis pas mal d'années. Nous espérons que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires et suffisantes pour faire aboutir ce projet de réforme du secteur de sécurité qui est capital pour le développement de notre pays. Mais c'est un programme du gouvernement avec nos partenaires privilégiés. Bon, ça fait partie du programme du gouvernement et sa mise en œuvre, je crois, ça me souffre de pas d'atermoiement possible. Il y va de la vie de notre pays. Ce symposium a offert un vrai cadre pour faire avancer le dialogue sur les questions sécuritaires. Parlons concertation nationale. À présent, une délégation de 7 députés conduite par l'honorable Serge Mayamba a rencontré le mardi 3 septembre le président du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, membre du présidium des concertations nationales. C'était dans le but d'obtenir des informations fiables quant à l'organisation de ces forums. Noura Olondo Iloua et Guy Mouessi. Les jours qui restent pour les débuts des travaux des concertations nationales sont à compter. L'UDPS entre dans la danse avec le député Serge Mayamba et sa délégation qui ont rencontré Léon Kengo-Wadondo, président du Sénat et du Présidium. Il était question pour nous de dire au président du Sénat que l'UDPS n'avait pas pris part aux travaux préparatoires dans le cadre du groupe des contacts et qu'il était important pour que les informations sur ce travail qui a été fait soient mises à la disposition des députés UDPS. Qu'en est-il des autres membres du groupe? Il s'agit là d'une contradiction regrettable qui est tout simplement le fait de la confusion que certains collègues députés entretiennent. Serge Mayamba invite tous les Congolais à faire confiance à leurs représentants et souhaite que les concertations aboutissent à la cohésion nationale. Les Congolais qui ont des idées sont appelés à les donner à leurs représentants que nous sommes pour que nous puissions démarrer leur porte-voix, les défenseurs de leurs intérêts. L'UDPS étant un parti important de l'opposition, il est primordial qu'ils prennent part aux travaux. Je dois bien travailler pour faire la fierté de ma famille politique et celle de tous les Équatoriens. Dixit Louis-Alphonse Kouya-Gallo lors de la matinée politique organisée dernièrement avec tous les présidents provinciaux des partis politiques de la majorité présidentielle à Mbandaka. Le gouverneur de la province de l'Équateur a saisi cette opportunité pour appeler les fils et filles de sa province à l'unité. C'est un reportage de Solange Kwale Pembele. Ils étaient nombreux à prendre part à cette matinée politique. Il s'agit donc des présidents provinciaux et membres des partis politiques de la majorité présidentielle basés à Mbandaka. Ces derniers ont livré au gouverneur Louis-Alphonse Kouya-Gallo, un de leurs, les mots qui freinent le bon fonctionnement de la famille politique chère au président Kabila, notamment le manque de collaboration entre les différents partis, manque de coordination des actions et surtout l'absence d'un siège. Après avoir pris acte de tous ces desiderata, Louis-Alphonse Kouya-Gallo a prôné l'unité, gage de tout succès. J'ai communiqué avec ma base tout à fait naturelle, qui est la famille politique du chef de l'État, pour les transmettre des messages de partenariat autour de l'idéal que nous prône le président de la République, l'autorité morale de la majorité.
Un message qui a rencontré l'assentiment de ses interlocuteurs. Ça a été une très bonne entrevue. Le gouverneur est comme Josué. Je crois que si vous voyez bien l'histoire de Josué, l'histoire est répartie en 3 parties. Il y avait la conquête de la terre promise, et puis il y a aussi la répartition des terres et la fin. Et maintenant, je crois que nous avons combattu, nous avons conquis la terre promise. Le gouverneur est là, comme Josué. Maintenant, il est en train de repartir et faire son programme. Et il y aura toujours l'intervention de Dieu pour que le programme réussisse. On est ravis de joie parce que ce que nous attendions est arrivé. On a eu les gouverneurs géants dans une province géante, dans un pays géant. Et nous saluons vraiment, nous sommes flattés par son programme, son attitude et sa façon de parler, sa façon de convaincre. Appelé affectueusement Nouvel Espoir de l'Équateur, Louis Alphonse Koya Gallo promet de rester à l'écoute de tous les fils et filles de sa chère province. Restons toujours dans la province de l'Équateur. Le gouverneur Louis-Alphonse Koya Gallo a échangé la semaine passée avec les opérateurs économiques de la province en général et d'Mbandaka en particulier. Cette rencontre de prise de contact leur a permis de parler des difficultés auxquelles font face la FEC et la COPEMECO dans la dite province. En l'occurrence, les tracasseries policières et administratives ainsi que l'existence de taxes fantaisistes. Toujours avec Solange Boilé Bembélé. Louis-Alphonse Koya Gallo, gouverneur de la province de l'Équateur, attend voir tous les fils et filles de sa province jouer leur partition pour le redémarrage de l'Équateur. C'est dans cette optique qu'il a appelé autour de lui les différents opérateurs économiques regroupés au sein de la FEC et la COPEMECO pour parler de ce secteur important dans le cadre du programme de développement de cette partie du pays. Le hôte du gouverneur Louis-Alphonse Koya Gallo ont saisi cette opportunité pour évoquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il s'agit en gros de l'absence de crédit et des marchés, de l'insécurité, sans oublier l'excès de taxes. Conscient de toutes ces difficultés, le gouverneur Louis-Alphonse Koya Gallo, qui met quotidiennement en place des stratégies pour le décollage de sa province, a exhorté les opérateurs économiques à plus de dynamisme. J'attends de ma province un dynamisme tout autant spectaculaire que le dynamisme qui se manifeste au Kasaï, qui se manifeste chez les Banandais, compatriotes les Banandais, qui n'attendent pas que tout arrive comme la manne qui tombe du ciel. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas pour ne pas faire preuve de ce même dynamisme? Il faut pas attendre le comptant. Il y en a peut-être à l'Équateur. Il ne faut pas attendre l'or et les diamants. Il y en a à l'Équateur. Mais nous avons ce qui est dans nos mains. Les produits agricoles, notre riz, notre maïs, nos arachides, le manioc. Pourquoi nous n'arrivons pas à construire le poisson, soit dit en passant, à construire notre province grâce à cela? Pour mieux analyser les voies des sorties, le gouverneur de la province de l'Équateur, dont les réponses ont rencontré les préoccupations de ses interlocuteurs, a promis l'organisation d'un forum dans un avenir très proche. En santé, le projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé PARS a remis du matériel roulant, des médicaments, des frigos solaires et du matériel informatique aux équipes sanitaires de la province de l'Équateur. Don de la Banque mondiale, le matériel est destiné à renforcer la conservation et l'acheminement des vaccins à travers la province ainsi que la détection de la malaria. C'est un reportage de Polydore Ngaziami. Renforcer la capacité de prise en charge des malades et faciliter la conservation et l'acheminement des vaccins dans les différents points de vaccination. Voilà les raisons qui sous-tendent ce don de la Banque mondiale remis au gouverneur de la province de l'Équateur par le coordonnateur du projet d'appui à la réhabilitation du secteur de la santé PARS.
Il s'agit de 6 Jeep 4x4, 1206 vélos, 7800 tests de diagnostic rapide de la malaria, des chaînes de froid pour la conservation des vaccins et des équipements informatiques. Nous les avions acquis à travers donc, le financement de la Banque mondiale et c'est approvisionné par des firmes internationales, mais nous tenons à ce que les prix soient le plus accessibles possible. À titre d'exemple, ce produit rendu à Kinshasa coûte $3. Nous tenons à ce qu'à Bouendé, on ne puisse payer que 100 francs congolais pour que la population puisse y avoir accès. Dans leurs différents discours, le ministre provincial de la Santé et le coordonnateur du PARS ont appelé les bénéficiaires à une bonne gestion du matériel reçu. Avec ce financement de la Banque mondiale, nous tenons à ce que tout le monde puisse y veiller et qu'on gère ça en bon père. Nous vous promettons qu'une évaluation régulière s'en suivra afin d'apprécier vos performances. Organisée devant le bâtiment du gouvernorat de l'Équateur, la cérémonie a eu un seul temps fort, la remise des clés de contact au gouverneur. Après les avoir reçues du docteur Jacques Wangata, ce dernier les a à son tour remises au ministre provincial de la Santé à destination du numéro 1 du programme élargi de vaccination de l'Équateur. Ici est de noter que ce don est destiné aux équipes sanitaires. Quant aux vaccins particulièrement, ils ont été donnés dans le but d'éviter la rupture de stock pendant l'année. Le deuxième congrès de chirurgie plastique, le 3 septembre 2013, aux mêmes lignes avec les spécialistes de la chirurgie plastique de l'RDC et de la France, ont échangé sur leur discipline et partagé leurs expériences. Jean-Louis Miasekama et Mathieu Ngadipovi. La chirurgie plastique, plus une question seulement occidentale, mais un domaine qui prend de l'ampleur en Afrique. Difficile de changer un calendrier international. Le deuxième congrès des chirurgiens plastiques a bel et bien eu lieu les 2 et 3 septembre 2013 à l'hôtel Memling, malgré la grève des médecins. Ces derniers répondent. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier abattoir, sur la route Petro-Congo, dans la commune de Massina, cet abattoir public est opérationnel depuis 49 ans. La chirurgie plastique, plus une question seulement. Il faut égorger la bête. Après, c'est le dépouillement partiel, suivi de l'ouverture de la cavité abdominale, bien avant d'en... La chirurgie plastique. Et voilà, toutes nos excuses. Là, c'était d'autres images. Je disais que le deuxième congrès de chirurgie plastique, le 2 et 3 septembre 2013, aux mêmes lignes, a vécu les spécialistes de la chirurgie plastique de la RDC et de la France ont échangé sur leur discipline et partagé leurs expériences. Commentaire Jean-Louis Miasukama. La chirurgie plastique, plus une question seulement occidentale, mais un domaine qui prend de l'ampleur en Afrique. Difficile de changer un calendrier international. Le deuxième congrès des chirurgiens plastiques a bel et bien eu lieu les 2 et 3 septembre 2013 à l'hôtel Memling, malgré la grève des médecins. Ces derniers ont répondu nombreux présents. La Société de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique du Congo a tenu à son rendez-vous. Cela a été possible grâce au parrainage de la Société de chirurgie plastique correspondante de France. Mais c'est surtout grâce à la détermination de l'Alliance des femmes pour les rencontres intellectuelles en Afrique que ce deuxième congrès a eu lieu. Les échanges ont porté sur une mise à jour des connaissances, un partage d'expériences et surtout sur les innovations et erreurs à éviter. L'abattoir public de Massina est le premier abattoir de la RDC et est l'unique à Kinshasa. Créé depuis 1959, il connaît certaines difficultés dans son fonctionnement. En ces jours, il est géré par Flavien Kouyi Missourou, directeur général AI, Africa Mujinga et Juzen Belebele. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier abattoir, sur la route Petro-Congo, dans la commune de Massina, cet abattoir public est opérationnel depuis 49 ans. Pour commencer, il faut égorger la bête. Après, c'est le dépouillement partiel, suivi de l'ouverture de la cavité abdominale, bien avant d'en fondre la bête verticalement. La deuxième étape consiste à éviscérer la bête, la scinder et cette viande doit être inspectée par le médecin vétérinaire. On passe du prélèvement du poids de la viande par les services provinciaux de l'économie. Enfin, elle peut être livrée à la boucherie.
Que pense le numéro 1 de cet abattoir, Flavien Kui Missouri? Consommer la viande qui provient de l'abattoir, c'est une viande qui est inspectée par des services appropriés, de qualité, des inspecteurs vétérinaires, tandis que des viandes qu'on abat dans des cités, ce sont des bêtes qui n'ont pas été inspectées. C'est-à-dire, on peut avoir des conséquences à la longue si vous consommez la viande qui est abattue dans des cités. Avec le projet d'avenir qu'on a, on va faire on va commencer à faire des charcuteries ici, donc tout ça. On a des projets. On est en train d'élaborer des projets pour faire tout ça, mais ce qui nous manque, ce sont des matériels adéquats. Il convient de rappeler qu'à l'abattoir public de Massina, on abat non seulement de bœufs, mais aussi toutes sortes de viandes pour n'importe quelle personne. Tout fournisseur est le bienvenu. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Entre-temps, à 16h, vous retrouverez Anne-Marie Ossite pour les JT en Lingala. Et pour la grande édition de 19h, Sylvie Fortuné-Mboula. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Airtel Money.